Il y en a par contre qui sont lucides. Et puis, c'est le cas de mon prochain invité. Vous le savez, ça fait plusieurs fois que je l'ai avec moi. Puis, je veux vous parler de voyons, la publication qui m'a dit, qui m'a donné le goût de l'avoir ici. C'est que il a écrit sur Facebook, sur Twitter, ou sur Facebook, ouais, sur Twitter. Le monde a besoin de plus de charbon, de pétrole et de gaz que jamais pour améliorer le niveau de vie de milliards de personnes. Les pays en développement ne resteront pas pauvres simplement pour plaire aux alarmistes climatiques des pays riches. Il est irresponsable d'essayer d'éliminer l'industrie canadienne du pétrole et gaz et de décarboniser notre économie avec des taxes, des restrictions sur tout et des programmes coûteux, alors que cela n'aura aucun impact sur le climat. C'est sérieux de dire ça, là. Écrire ça, ça t'engage, là. Parce que ça peut ressortir n'importe quand, là, dans une campagne électorale. L'éolien et le solaire polluent et tuent les animaux et ne sont pas des sources d'énergie efficaces et stables. La seule source d'énergie verte et sûre qui puisse répondre à la demande mondiale est l'énergie nucléaire, qui connaîtra une expansion rapide au cours des prochaines années. On va accueillir Maxime Bernier parce que c'est lui l'auteur de ça. Maxime, bon matin, merci d'être là. Allô Samuel, ça me fait plaisir d'être avec toi. Merci de m'inviter encore une fois. Ben, ça me fait plaisir, surtout que tu acceptes souvent, tu acceptes toujours, merci. C'est vrai, c'est toi qui as écrit ça, Maxime, c'est pas un de tes... un- c'est une personne qui est attachée politique et qui compose des textes et qui met un graphique. C'est vraiment toi qui as écrit ce que je viens d'exposer? Absolument. Ce qu'on fait, parce qu'on a une équipe au Parti populaire, et puis le matin, j'ai toujours un appel téléphonique, et puis on regarde l'actualité du jour, puis on décide quels vont être les tweets de la journée. J'approuve ces tweets-là, bien sûr, parce qu'ils sont sur mon compte. Lorsqu'ils sont sur le compte du parti, c'est pas nécessairement moi qui les approuve, mais lorsque c'est sur mon compte, soit que je les écris ou soit que je les approuve. Et effectivement, c'est de toute façon la position du Parti populaire. On est le seul parti sur la scène nationale au Canada qui ne fera rien contre les changements climatiques parce qu'on sait que les changements climatiques sont là et ils vont toujours arriver. Et comme je l'ai écrit, bien, le Canada produit moins de 2 des gaz à effet de serre. Qu'on fasse tout ce qu'on veut faire au Canada pour éliminer l'industrie pétrolière, ça ne changera rien dans les changements climatiques. Et il n'y a pas un danger aussi, je voyais un article, on parlait du fait que si nous, on produit moins un type d'énergie qui est plus verte, ben, il y a d'autres communautés, d'autres sociétés, d'autres pays, d'autres nations qui vont produire peut-être une énergie qui est peut-être beaucoup moins verte parce ils vont en avoir besoin et on ne sera pas capable de leur fournir. Et puis, on parlait de la Chine, entre autres. Oui, bien, comme je l'écris, les pays, la Chine, les pays d'Asie, les pays d'Afrique veulent, tout comme les pays occidentaux, devenir des pays plus riches et se développer et augmenter leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat. Donc, nous, on a fait ça grâce au pétrole, grâce au gaz. Et avec ce tweet-là, j'ai aussi cité un graphique qui représente la consommation mondiale du gaz et du pétrole, et c'est en augmentant depuis les années 50. Et ça va continuer à augmenter puisque les pays, comme je dis, les autres pays d'Afrique et d'Asie veulent devenir des pays riches et le pétrole et le gaz est un facteur, le développement du pétrole et le gaz est un facteur qui a fait en sorte, plus aussi la liberté économique, le fait que les gouvernements laissent les gens libres de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire, le libre marché a permis ce développement économique-là. Et donc, on ne peut pas empêcher les autres pays de vouloir devenir plus prospères comme nous ici à l'Ouest. Ils vont le faire et ils vont continuer à utiliser le gaz et le pétrole. Et c'est pour ça que on prévoit que la consommation de gaz et de pétrole au niveau mondial va continuer à augmenter. Et moi, je n'ai pas de problème du tout avec ça. Mais
quand on regarde la situation de la production des énergies à travers le monde, on devrait pas s'attarder à la production globale, mondiale, et puis, essayer d'entretenir des énergies qui sont moins dommageables pour l'environnement. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger le climat, l'environnement, et puis on n'est pas en train de mélanger tout ça, là? J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui font pas la distinction lorsqu'on parle de lutte contre le climat, alors qu'on n'a pas beaucoup d'emprise là-dessus, et par rapport à la protection de l'environnement, qui ça est un acte très louable de la part de chaque individu qu'on soit sur peu importe le continent. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange présentement? Pour la protection de l'environnement, effectivement, on doit et on peut faire des choses. Et je le dis, le nucléaire est une énergie verte, une énergie sûre et fiable. Et il y a plusieurs pays européens qui vont continuer et surtout réouvrir leurs centrales nucléaires. On a développé le nucléaire. Ce n'est pas les mêmes genres de centrales qu'on avait il y a 50 ans. Et donc, cette énergie-là, tout comme l'hydroélectricité, c'est de l'énergie verte, effectivement. Et je mets ça en contraste avec l'énergie solaire et l'énergie éolienne, puisque l'énergie éolienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des animaux, des oiseaux qui sont tués à cause de ça. Et toute l'énergie qu'on doit prendre aussi pour bâtir ces panneaux solaires-là, là, on a un problème mondial avec tous ces panneaux solaires parce qu'ils ont une durée de vie limitée. Et qu'est-ce qu'on va faire après? C'est très difficile de recycler ces panneaux solaires-là. Et là, bien, ils sont dans des dépotoirs et on crée de la pollution. Donc, lorsqu'on parle d'énergie, il y a toujours un positif et un négatif et il faut s'assurer d'avoir le meilleur équilibre. Et l'hydroélectricité, le nucléaire, le gaz et le pétrole, c'est beaucoup mieux que le charbon. Il y a moins d'utilisation de charbon parce qu'à l'époque, il y a déjà plusieurs décennies, c'était le charbon qui était l'énergie la plus importante sur la planète. On remonte à un siècle. Et là, bien, c'est devenu le gaz et le pétrole. Et on a des façons de s'assurer que l'utilisation du gaz et le pétrole est faite encore avec plus de respect pour l'environnement que c'était fait il y a une cinquantaine d'années ou seulement une vingtaine d'années. Donc oui, si on veut protéger l'environnement, nous, ce qu'on dit en tant que parti politique, bien, soyons concrets. Il y a des rivières à dépolluer. Le Saint-Laurent, la ville de Montréal et Laval envoient leur égout dans le Saint-Laurent encore et de façon régulière, sans être traités. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des lacs à être dépollués. On peut avoir de la réglementation pour s'assurer que la production industrielle respecte la qualité de l'air. On a vu le débat à la dernière campagne électorale au Québec avec la fonderie. Orne. Oui, c'est ça, merci. Et donc, il y a des choses à faire et nous, on ne veut pas imposer des taxes et de la réglementation pour détruire une industrie pétrolière qui est à la base, premièrement, de l'économie canadienne, très importante, une industrie très importante pour l'économie canadienne et aussi très importante pour l'unité du pays. Parce que les gens dans l'Ouest canadien, ce qu'ils se disent, ils voient Ottawa qui impose des normes et des réglementations pour limiter le développement de l'industrie pétrolière qui est basée principalement en Alberta et dans l'Ouest canadien. Et on dit que c'est des normes injustes. Et donc, les gens sont frustrés après le gouvernement fédéral. Il faut cesser ça et il faut avoir des positions plus concrètes pour préserver l'environnement et les changements climatiques, qu'on fasse tout ce qu'on veut au Canada, on ne réussira pas à influencer le climat parce que les pays les plus pauvres vont toujours continuer à utiliser une énergie qui est moins chère et efficace. Et eux, ce n'est pas dans leur priorité. Et d'ailleurs, les objectifs qui sont fixés dans l'accord de Paris, la Chine et les États-Unis ont dit, bien, nous, on va faire notre possible pour atteindre ces objectifs-là, mais on n'est pas obligé, on n'obligera pas nos industries à changer toutes leurs normes.
Et le Canada, bien, nous, on dit, bien, on impose des objectifs. On a un débat sur les objectifs de Paris au Canada. Et à chaque fois, le Canada n'atteint pas sa cible. Donc, soyons réalistes et faisons des actions concrètes pour aider l'environnement, pour sauver l'environnement, entre guillemets. Mais là, on fait peur aux gens, comme tu l'as dit tantôt, avec les changements climatiques. Et là, on parlait de changement climatique il y a quelques années, après ça, de réchauffement climatique. Et là, c'est l'ébullition climatique, Oui. la peur, comme tu le dis avec COVID. Nous, on n'embarque pas là-dedans et on veut avoir des politiques qui soient basées sur la science, la vraie science. Bon, justement, on va parler de quelque chose de concret. Pour un citoyen comme moi, là, qui regarde ce qui se produit en Abitibi, à Rouen précisément, avec la fonderie Horn, tu soulevais le point. En ce qui me concerne, j'appelle ça la protection de l'environnement. Les enjeux liés à ça, c'est des enjeux de société, des enjeux de santé. Et puis, on a une entreprise qui produit des milliards de dollars en profit. On a des citoyens qui font de très bons salaires et qui aident toute une communauté économique autour d'elle parce que si tu as la chance de travailler ou d'être un fournisseur de cette industrie-là, ben, tu es un privilégié de la place. Et puis, il y a un débat parce que c'est entre la santé, parce qu'il y a de l'arsenic, etc. Il y a des enjeux liés à la santé, il y a des enjeux de façon économique et on sait que si elle ne produit pas là, elle peut peut-être produire ailleurs. Comme citoyen, on regarde ça puis on dit, OK, mais que devrait faire le gouvernement? Parce que c'est pas les citoyens qui vont décider, là. C'est qu'il y a des normes qui ne sont visiblement pas respectées. Et c'est pire cette année que celle l'était l'année passée en termes de ce qui est rejeté. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas typique comme ça, là? Est-ce qu'on aide l'entreprise avec des subventions pour se mettre aux normes? Est-ce qu'on lui interdit de produire? Est-ce qu'on ferme tout simplement? Est-ce qu'on la met à l'amende? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Parce que c'est ça, là, réellement, l'enjeu de la protection de l'environnement. Et si on veut le dissocier juste de la protection du climat, là, si on veut vraiment avoir un impact chez les citoyens, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, c'est une question de société, puis je pense que le gouvernement du Québec a une responsabilité. La responsabilité, c'est que le gouvernement émet des normes environnementales pour l'ensemble des entreprises, pour l'ensemble des industries, et ces normes-là doivent être respectées. Donc, si le gouvernement veut faire en sorte de donner une passe-droit à cette entreprise-là, il devrait changer ses normes et abaisser ses normes. Moi, je pense que les normes du gouvernement sont des normes qui devraient être respectées. Et pour ce faire, bien, il faut s'assurer que l'entreprise, et l'entreprise aussi, faut voir, là, elle est profitable, elle est là parce qu'elle a des avantages, elle a des travailleurs qualifiés, elle a de l'énergie, j'imagine, grâce à l'hydroélectricité à bon marché, elle fait des profits. Donc, il faut qu'elle ait un engagement ferme à s'assurer de respecter les normes, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, dans une question de mois. On est en 2023, on est capable d'avoir de la technologie pour faire en sorte de respecter les normes. Mais là, le gouvernement n'a pas eu le courage parce que l'entreprise, j'imagine, a certainement dit au gouvernement, bien, on va quitter, on va fermer si jamais vous nous imposez à changer notre technologie ou améliorer notre technologie pour produire de façon plus efficace et sans polluer comme on le fait actuellement. Et de l'autre côté, bien là, les gens là-bas bien disent, écoutez, moi, je ne veux pas perdre mon emploi, c'est des emplois payants. Mais le gouvernement, s'il y a des normes, les normes doivent être respectées. C'est la même chose pour tout le monde. Et comme tu dis, bien là, le fait que le gouvernement est souple et fait un passe-droit, bien, l'entreprise en profite et là, la pollution augmente. Puis on se dit, bien, la prochaine fois que ce sera un débat public, on fera encore la même peur qu'on fait. On va peut-être déménager, on va fermer ou quoi que ce soit. Moi, je crois que si on est sérieux, bien, il faut s'assurer que ces normes-là soient respectées. Est-ce que le gouvernement doit subventionner ou aider l'entreprise? Ça, c'est un autre débat. Moi, je ne suis pas trop pour les subventions aux entreprises,
mais c'est peut-être un cas d'exception. Il faut que l'entreprise contribue elle-même en premier et après ça, on verra si l'ensemble des payeurs de taxes au Québec doivent contribuer pour s'assurer que ces normes-là soient bien respectées. Est-ce que les gens comprennent que le Canada, en imposant des taxes carbone, etc., va rendre ses industries moins compétitives sur le plan international, entre autres avec nos partenaires qui sont à nos portes? On peut parler des États-Unis, du Mexique, on parlait de la Chine tantôt. Est-ce que quand tu rencontres des citoyens engagés ou moins engagés au niveau politique, euh, est-ce que les gens comprennent cet enjeu économique qui va avoir un impact sur l'économie canadienne? Pas tout le monde. Et je pense que les gens sont préoccupés par leur propre vie, leur propre interaction avec leur communauté. Et lorsque tu as un emploi, tu travailles, tu as un bon salaire, bien, tu te préoccupes un peu moins de ce qui peut arriver à une entreprise que tu ne connais pas ou qui n'est pas dans ta région. Mais lorsqu'on l'explique aux gens, lorsqu'on parle de cet impact-là, que ces normes-là font en sorte que nos industries peuvent être moins compétitives, en étant moins compétitives, on ne crée pas de la richesse, on n'est pas capable d'exporter, et c'est pas comme ça qu'un pays devient plus riche et plus prospère. Et lorsqu'on leur explique, les gens comprennent. Mais je comprends aussi que ce n'est pas la première préoccupation des gens. Et nous, ce qu'on fait en politique, bien, c'est la différence des autres partis. On parle toujours des mêmes sujets et on a toujours la même solution tant que cette solution-là ne sera pas approuvée par une majorité de personnes et que ça ne deviendra pas la norme. On ne change pas notre plateforme à chaque campagne électorale. C'est les mêmes idées, c'est les mêmes politiques parce qu'on pense qu'on a une vision qui est la meilleure pour le pays. Et plus on en parle, plus on a de gens qui vont partager notre point de vue. On ne se cache pas en disant, bien, cette position-là n'est pas populaire sur l'environnement, par exemple. On n'en parlera pas. On va être comme les autres partis politiques. Non, si ce n'est pas populaire, bien, on pense que plus on en parle, parce que le gros bon sens va dominer, ça va devenir plus populaire et on va réussir à changer la société. Mais il faut éduquer les gens, il faut informer les gens. Et lorsqu'ils sont informés, moi, je crois que il faut faire appel à l'intelligence des gens, et c'est ce qu'on fait en tant que parti politique. Mais on a beaucoup de travail à faire pour répondre à ta question, Samuel. On a beaucoup de travail à faire parce que les gens sont plus ou moins préoccupés par ce qui arrive, par des choses qui arrivent qui ne les touchent pas personnellement. Mais justement, t'en as parlé, on se rejoint sur un point on se rejoint sur plusieurs points, mais sur celui-ci particulièrement, tu, euh, tu incites les entreprises à aller chercher plus d'automatisme, de robots, à pouvoir aller chercher une performance au niveau industriel plutôt que de faire appel à des immigrants pour venir combler des besoins de main-d'œuvre. Oui. Est-ce Oui. que, est-ce que on reçoit bien ce message-là lorsque tu parles à tes acolytes, aux gens que tu connais de la Beauce, qui ont beaucoup d'industries pour lesquelles ils réclament beaucoup plus de main-d'œuvre et des fois de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger pour combler des manques parce que eux sont en production, ils ont des besoins et puis eux autres, ça fait leur affaire l'immigration pour venir travailler dans leur usine. Oui. C'est quoi la réception que tu as pour ce genre de discours-là? Ben, je peux dire que c'est encourageant d'un côté parce que la réception, elle est mixte. Il y a plusieurs entreprises qui se disent, nous, c'est l'automatisation, c'est le développement de la technologie, on veut être plus productif, c'est la robotisation de notre entreprise. D'autres qui vont avec la façon la plus facile à court terme, c'est d'avoir de la main-d'œuvre et tout dépend du secteur industriel aussi. Mais je peux dire que les gens, les entrepreneurs investissent normalement dans leur entreprise pour être de plus en plus productifs et dépendent de moins en moins de la main-d'œuvre qui se fait rare. Et donc, lorsqu'on a notre proposition, nous, pour limiter les niveaux d'immigration, là, on a de l'immigration de masse au Canada, comme tu le sais, 1,5 million d'immigrants par année, avec les gens qui sont ici, les travailleurs
temporaires, comme on parle actuellement, les étudiants étrangers, les étrangers, on est rendu à 1 million de nouveaux arrivants chaque année au Canada qui doivent avoir un toit, qui doivent avoir des services sociaux, que les services de santé, il faut en prendre soin et on n'est pas capable. Et donc, la solution n'est pas d'ouvrir les portes à l'immigration pour essayer de régler le problème de la main-d'œuvre et le problème, pardon, de la rareté de la main-d'œuvre. Parce que si c'était la solution, bien, on aurait dû régler ce problème-là il y a plusieurs années. Parce que si on regarde le Canada comparé à tous les autres pays développés, bien, on est le pays par capita qui reçoit le plus d'immigrants depuis plusieurs années et on a encore un problème de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas en augmentant toujours l'immigration qu'on va régler le problème de main-d'œuvre. Il faut s'assurer que nos entreprises puissent investir, comme tu le dis, dans la robotique et avoir une façon de produire qui va être plus efficace. Ce message-là, je pense qu'il est bien entendu et ils le savent, mais le lobby des entrepreneurs, le lobby Conseil du patronat du Québec et le lobby des grandes entreprises, c'est eux qui poussent le gouvernement à ouvrir la porte à l'immigration de masse. Mais si on regarde leurs membres, moi, je pense que ce n'est pas l'ensemble de leurs membres ou la totalité de leurs membres qui ont besoin d'immigrants. Moi, je pense que la plupart de leurs membres, sinon la majorité, sont prêts à investir plus pour être plus productifs et dépendre moins des ressources humaines pour leur production. Quand on regarde qui détient la force de production des robots, justement, on s'aperçoit que c'est la Chine qui est le maître d'œuvre mondial. La Chine, depuis 20 ans, investit dans des usines de fabrication de robots qui seront produits pour être vendus, distribués à travers le monde. Donc, c'est eux qui vont encore une fois être les leaders là-dedans. Et puis, nous, nos usines, on leur recommande d'utiliser des robots. Mais eux sont à l'autre phase. Ils produisent les robots que nous, on aura besoin. La Chine, c'est un exemple. Elle a décidé d'être plus productive. L'augmentation de sa productivité, elle est venue par la force de travail de personnes ou par la robotisation de son industrie et de ses usines en général? La Chine a réussi à se développer de par faire en sorte, si on regarde sur les 75 dernières années, le fait que le gouvernement communiste chinois a donné plus de liberté aux entreprises. Ce n'est pas la même liberté économique qu'on a ici dans l'Ouest, c'est certain, mais on a permis aux entreprises de développer un secteur privé, et je dis un secteur privé entre guillemets, et donc plus de liberté. Et on a réussi à développer en Chine une classe moyenne et qui consomme. Et là, et nous, l'Ouest et les entreprises de l'Ouest en ont profité pour faire en sorte d'envoyer leur production en Chine. Et là, on a comme un effet contraire où on rapatrie de la production dans les pays de l'Ouest, soit pour la sécurité, soit pour un meilleur contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Et là, l'effet est un peu plus contraire. Mais pour revenir au développement économique de la Chine, malgré que c'est un pays communiste, totalitaire, ils ont compris que pour avoir plus de prospérité et augmenter le niveau de vie et créer une classe moyenne, il faut plus de liberté économique. Et depuis, si on remonte des 70 dernières années, bien, il y a plus de liberté économique en Chine actuellement qu'il y en avait il y a 70 ans. Et oui, maintenant, ils développent des robots qu'ils exportent. Et moi, j'ai rien contre ça. Ce que j'aime pas de la Chine, c'est l'influence qu'ils ont pour imposer leur philosophie communiste, autoritaire, et ils le font ici au Canada en finançant des universités, en finançant des politiciens. On l'a vu, il y a un scandale à Ottawa, il y a des politiciens qui ont reçu de l'argent du Parti communiste chinois en ouvrant des postes de police illégaux ici au Canada, à Montréal et à Vancouver.
des postes de police chinois qui surveillent les Canadiens d'origine chinoise. Donc, ça, c'est de l'ingérence dans nos affaires internes et on devrait se lever et se battre contre cette ingérence chinoise. Mais au point de vue économique, bien, il faut continuer à développer des liens avec l'ensemble des pays. Et idéalement, on le voit, lorsqu'il y a plus de liberté économique, d'échanges commerciaux internationaux, bien, ça permet que d'autres pays deviennent plus riches et le niveau de vie de leurs citoyens augmente. Comment ça se passe présentement sur le terrain, Maxime? On voit beaucoup de publications, on voit qu'il y a un remaniement ministériel avec Justin Trudeau. On voit que Poilievre est de plus en plus présent dans les médias sociaux conventionnels. Dans mon fil d'actualité, je le vois beaucoup plus. Pourtant, bon, comment ça se passe sur le terrain pour recruter, pour organiser le parti, pour influencer des citoyens, puis les faire adhérer à votre philosophie du Parti populaire du Canada? Quand tu jases avec les gens, comment ça se passe? Ben, quand je jase avec les gens, puis je l'ai fait d'ailleurs, Samuel, à l'élection partielle au Manitoba, dans le comté de Portage-Lisgar, j'étais le candidat là, j'ai eu 17,2% du vote. Et les gens sont d'accord avec nos politiques. Et j'étais agréablement surpris de l'accueil que j'ai eu. Le hic, pourquoi les gens n'étaient pas prêts à voter pour le Parti populaire et pour moi, deux raisons. La première, c'est que là-bas, dans ce comté-là, c'est un comté très conservateur. Ils ont toujours voté pour le Parti conservateur du Canada depuis la création de ce comté-là. Et, et nos idées, c'est des idées en ligne avec leur point de vue et leur philosophie. Mais dans la tête, ils disaient on veut se débarrasser de Trudeau et la seule façon, c'est de voter pour Pierre Poilievre. J'avais beau leur dire qu'on est dans une élection partielle. Ça ne s'applique pas. Trudeau est au gouvernement maintenant et va être au gouvernement après. Vous avez une opportunité de voter selon vos idées. Et lorsque je serai à Ottawa, bien, je pousserai le débat, j'appuierai Poilievre lorsqu'il agira comme un conservateur et je ne l'appuierai pas lorsqu'il n'agira pas comme un conservateur. Donc, ça a été un argument que j'ai dû utiliser. J'ai quand même eu 17%. Et l'autre argument qu'on m'amenait, on dit, bon, mais Maxime, tu n'es pas du comté, tu n'es pas un gars d'ici, tu ne demeures pas dans le comté. Et écoutez, Québec et Manitoba, c'est deux provinces différentes. Et je leur ai dit, si je gagne, je vais déménager dans le comté avec ma femme, on est prêt à déménager. Et là-dessus, la dernière élection générale que j'ai faite lorsque j'étais en Beauce, j'ai eu 19% du vote. Et je suis un gars du coin, je suis un Beauceron, j'ai eu 19% du vote. Et je suis allé au Manitoba, malgré que je ne demeure pas au Manitoba, même si je leur ai promis, et c'est la réalité, que je vais déménager lorsque je vais être élu, j'ai quand même eu 17% du vote. Et c'est pour ça que je vais me représenter au Manitoba lors de la prochaine campagne électorale générale. Mais nos idées sont bien appuyées, mais le problème qu'on a, c'est le problème des médias traditionnels. On n'est pas couvert, malgré qu'on a un point de vue différent qui devrait être entendu. Et je regarde, Samuel, ce qui se passe aux États-Unis avec Robert Kennedy Jr. Il est aussi shadowban, il est aussi annulé par les médias traditionnels américains. Et lorsqu'on parle de lui dans les médias traditionnels américains, c'est soit pour le ridiculiser ou pas, on lui donne pas l'avantage de pouvoir exprimer son argument au complet. Et c'est ce qui arrive. Mais malgré ça, il fait une campagne très active sur les médias sociaux et il est un des favoris du Parti démocrate pour la prochaine élection présidentielle. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que notre message, il est parfait. On ne changera pas notre message. Il faut juste être plus présent sur le terrain et dans les médias sociaux. Et je pense que le temps va être à notre avantage. Moi, j'ai bien hâte de voir. Je pense que la prochaine campagne électorale au fédéral va être en 2025. Comme tu l'as dit tantôt, Justin Trudeau a fait un remaniement ministériel majeur
pour changer les cartes et essayer de remonter dans les sondages parce qu'on voit que le Parti conservateur il a 10 points d'avance au Canada sur Trudeau. Et c'est ce qui me fait dire que l'entente entre Trudeau et le NPD va durer jusqu'en 2025 pour que Trudeau ait plus de temps pour augmenter dans les sondages. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la prochaine campagne, mais nous, pour le Parti populaire, présentement, on fait du recrutement de candidats avec Daniel Brisson, qui est notre lieutenant pour le Québec. Si vous êtes intéressé à être candidat du Parti populaire, vous pouvez nous contacter sur le site Internet du Parti populaire à info@parti-populaire-du-Canada.ca. Contactez Daniel Brisson aussi. Et on est en train de former notre équipe. On a déjà, au moment où on se parle, à peu près 105 candidats d'approuvés et de prêts partout dans le pays. Il en faut 342. On pense que cette année, on va aller trouver une autre centaine de candidats. Et l'an prochain, on va faire la même chose. Donc, on va avoir des candidats dans tous les comtés lorsque va venir la prochaine campagne électorale. Et c'est ce qu'on fait en tant que parti. Notre plateforme électorale, elle est la même. On cherche nos candidats. Et moi, ben, je continue à me promener à travers le pays pour rencontrer le plus de gens possible et être très actif sur les réseaux sociaux. Et les gens, l'argument qu'on doit contrer là, pour avoir du succès en campagne électorale, c'est l'argument de diviser le vote parce que plusieurs personnes qui se disent, bien, si on vote pour Maxime, on va aider Trudeau. Parce que cette propagande-là, le Parti conservateur en parle depuis la création du Parti populaire, mais c'est tout à fait faux parce que nous, on va s'assurer que Poilievre va être un vrai conservateur et c'est le Parti populaire, un vote pour le Parti populaire, c'est votre police d'assurance pour vous assurer que Poilievre n'ira pas trop loin vers la gauche et va amener des politiques qui sont en ligne avec vos idées parce que les candidats du Parti populaire qui seront élus vont appuyer Poilievre lorsqu'il agira comme un conservateur et lorsqu'on n'agira pas comme un conservateur, bien, il va voter contre lui. Donc, moi, je dis le Parti populaire peut être un peu comme le NPD. Le NPD qui a poussé les libéraux vers la gauche. Nous, on veut pousser le Parti conservateur dans la bonne direction, vers la droite. Ben, merci beaucoup, Maxime, d'être passé ce matin. Bon week-end et puis on se dit à très bientôt. Ben, merci, Samuel. Toi aussi. Bye-bye. Bye-bye. C'était Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Toujours intéressant. Je tiens à vous le dire, là. Il est facile à interviewer parce qu'il connaît tellement, il connaît tellement les dossiers à 180 degrés. Je veux dire, d'un point à l'autre, il fait le 180 degrés. Et puis, c'est très motivant de pouvoir lui poser des questions. Entre autres, quand on a abordé tantôt le point de vue de la production dans les entreprises. Un élément important qu'on va devoir se soucier, hein, d'ailleurs, parce que même dans les petits bureaux, les petites entreprises que je côtoie, mes clients, quand je me déplace, que je visite leur usine, que je visite leur plan de travail, on en vient toujours à parler de la productivité. De la productivité par employé, par heure travaillée, la productivité par pied carré. Que si on parle, je vous le dis, on met toujours ça, et puis la solution est souvent l'automatisation, la robotisation, une meilleure formation de la part pour les gens qui travaillent sur le plancher, une meilleure conscientisation également. Donc, c'est important, c'est des enjeux qui sont primordiaux si on veut passer au travers. Bon, mon prochain invité, c'est la première fois que vous le voyez sur ma tribune, mais heureusement, il a accepté d'être un des panélistes le dimanche 10 septembre prochain. Si vous le suivez sur Twitter, vous pouvez voir qu'il conteste énormément certains titres dans les médias conventionnels, les médias généralistes, qui veulent d'abord et avant tout, créer une anxiété ou créer une peur, une crainte. À cet effet-là, je vais même vous montrer un extrait d'une publication où on va pouvoir... est-ce que je l'ai ici? Je pensais que je l'avais. Ah, je l'ai. Je vous montre la publication. C'est la fille du fondateur du World Economic Forum, Klaus Schwab, mais elle s'appelle Nicole, sa fille. Elle dit « COVID a démontré que des changements rapides et extrêmes dans le tissu social peuvent être mis en œuvre lorsque les gens perçoivent un sentiment d'urgence immédiat.
un mécanisme qui peut être appliqué à la crise climatique afin d'accélérer le programme de grande réinitialisation du World Economic Forum.